Je voudrais commencer par saluer toute l'assistance, toutes les autorités qui ont organisé cet événement, toutes les autorités spirituelles, religieuses, toutes les autorités politiques, militaires et civiles, tous les collègues universitaires, tous les chercheurs, tous les compatriotes à leurs fonctions, grades respectifs. Il s'agit de réveil. Le réveil implique d'abord ou avant tout la conscience. Pour empêcher le réveil africain, je dois dire que les Africains ne font pas partie de l'histoire, que les Africains sont des subsahéliens, que les Africains sont les pays les plus pauvres de la planète, que les Africains sont en voie de développement ou sont sous-développés, ils n'arriveront jamais au développement. Que les Africains sont tout le temps en guerre entre eux, ils sont hyper divisés, ils ne s'aiment pas. Que les Africains sont nés pour servir les intérêts des autres depuis des siècles et des siècles. Leur logique de l'histoire, c'est obéir à la logique de l'histoire des autres, qui est toujours une logique de domination depuis l'esclavage, la colonisation, etc., etc. Voilà, dans ce contexte-là, il est difficile d'avoir un réveil quelconque. Il faut donc sortir de ce contexte-là par la volonté. C'est ça le réveil. C'est-à-dire, je ne me dis pas que je suis sénégalais, je dis que je suis africain du Sénégal. Je suis africain du Mali. Je suis africain du Burkina Faso. Je suis africain du Niger. Je suis africain du Tchad. Je suis africain de la RCA. Je suis africain de la Côte d'Ivoire. Je suis africain du Nigeria. Je suis africain du Bénin, du Togo, de la Guinée, de la Gambie. Je suis africain du Cameroun, de la Guinée équatoriale. Je suis africain du Gabon. Je suis africain du Congo. Je suis africain de la RDC, la République démocratique du Congo. Je suis africain de l'Angola. Je ne suis pas angolais seulement. Je suis d'abord africain de l'Angola, africain de la Zambie, africain du Zimbabwe, africain de l'Afrique du Sud, de Lesotho, de Botswana, du Malawi, du Mozambique, de la Tanzanie, du Comore, etc., de Madagascar, de l'île Maurice. Je suis africain du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de l'Éthiopie. Je suis africain de l'Égypte, je suis africain de la Tunisie, je suis africain de l'Algérie, je suis africain du Maroc, je suis africain de la Mauritanie. Je suis d'abord africain. Il faut qu'on ait cette conscience d'être africain. Quand tu vois un Américain, tu dis, il dit je suis américain. Il ne dit pas je suis américain de la Virginie ou je suis de la Virginie, on ne connaît même pas ces États-là. Il faut affirmer. Vous voyez la différence? C'est que les Européens, la difficulté, disent je suis européen. Ils sont suédois, norvégiens, ils sont polonais, ils sont roumains, ils sont italiens, ils sont français, ils sont espagnols, ils sont portugais, etc. Et puis ils font l'union à Bruxelles, etc. Ils n'arrivent pas à dire je suis européen. Ils n'arrivent pas à le dire. Ils disent d'abord je suis français. Nous sommes l'Union européenne. Je suis allemand, c'est l'Union européenne.
D'abord, ils s'affirment d'abord, tu vois. Donc, ils ne sont pas éveillés à l'idée de l'Europe. Ils veulent que nous soyons aussi cantonnés dans nos petits clans-là, nos petites tribus, nos clans, etc. Quand c'est comme ça, on ne va jamais se développer. Voilà, c'est ça le réveil, c'est très important. Désormais, on doit dire, je suis sénégalais, mais je suis africain du Sénégal. Je suis africain de la Côte d'Ivoire. Je suis africain de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut s'affirmer d'abord l'africanité. Ensuite, une fois qu'on a affirmé l'africanité, il faut essayer d'avoir des actes pour concrétiser cette conscience-là. Par exemple, au temps du président Senghor, on a fait le festival des arts nègres à Dakar. Après, en Algérie, on a fait le festival panafricain au temps du président Boumedienne. Et on a fait ça aussi à Lagos au temps du président Murtala. On a fait le festival africain. Donc aujourd'hui, on ne fait plus le festival africain. On a abandonné ça. On fait des petits trucs régionaux qui n'arrivent à rien du tout. On a oublié par exemple, la cohésion, l'unité, la force, l'union culturelle, artistique, culturelle, intellectuelle du continent africain. C'est ça le départ. Si on est ensemble, on est comme des bouts de bois ensemble, sans lien, sans solidarité, ça ne donne rien. Ce festival regroupait la jeunesse africaine. Ce festival regroupait des créateurs, des jeunes créateurs africains, regroupait la créativité africaine, donnait de l'espoir à la jeunesse africaine. Ils se retrouvaient, ils se reconnaissaient. Je suis du Kenya, je connais celui qui est en Guinée, celui qui est en Guinée connaît celui qui est en Tanzanie, celui qui est en Tanzanie connaît celui qui est en Angola ou en Namibie, etc. C'était comme ça. C'est à peu près comme les matchs, quoi, les jeux africains. Il faut faire ça au niveau de la culture, on a déjà fait ça. Ça fait que nous sommes africains. Voilà quelque chose qu'on peut faire ensemble. Et c'est un événement mondial. Les festivals africains, ce sont des événements mondiaux, internationaux. Parce que c'est un événement panafricain, donc international, les gens viendront voir, viendront faire des films, viendront faire la documentation, etc. Ça, il faut le refaire. Il faut absolument, c'est ça le réveil. Il faut revenir à la tradition par un pays qui abrite, ou un groupe de pays qui abrite la tenue pendant un mois, 2 mois, des festivals panafricains au niveau continental, des cultures africaines, des arts africains, de la jeunesse africaine. C'est très important, on doit le faire. Il y aura des partenaires et on va contribuer, il y aura des donateurs, il y aura des legs, il y aura etc. Ça sera toujours des événements importants qu'on a négligés. Il faut parler de réveil, qu'est-ce qui va se réveiller là? Et c'est la jeunesse qu'il faut réveiller. C'est la conscience africaine qu'il faut réveiller. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on est ensemble. Il faut donc se battre maintenant pour donner à l'Afrique un avenir. Donnons à l'Afrique un avenir. Ça, c'est le nouveau slogan. Il faut donner à l'Afrique un avenir. Ce n'est pas un avenir de l'esclavage, un avenir de la domination, un Afrique des ensembles non historiques, des ensembles de domination, avec des bases militaires d'autres pays, etc. Et donnons à l'Afrique un avenir africain. C'est-à-dire protégeons l'avenir, la sécurité africaine, la protection africaine, le développement africain, le développement des grands projets africains qui exigent plusieurs pays, etc. La solidarité africaine. On a nos problèmes, il y a des différences, il y a des contradictions, il y a le débat. C'est tout normal qu'il y ait des différences, mais ça n'empêche pas de faire des grands ensembles, comme l'idéal, c'est de faire le panafricanisme, c'est l'État fédéral panafricain. C'est là qu'il faut dire toute la gloire que nous avons ressentie lorsqu'on a créé l'Alliance des États du Sahel, du Mali, Burkina Faso et Niger. Ça, c'est la gloire africaine. Ça, c'est le chemin africain. Ça, c'est donner un avenir à l'Afrique. Il faut donc se battre pour donner à l'Afrique un avenir
les autres ne le feront jamais au grand jamais. Ils vont coopérer, donner des aides, vous endetter, faire des petites bricoles, etc. Bien sûr, des développements mais jamais ça sera, on va donner un avenir à l'Afrique. Par exemple, quand Mao Tse-tung et ses amis, après la longue marche, ils ont installé le pouvoir qu'ils estimaient utile à Pékin. Mais ils ont donné un futur à la Chine. Ils ont donné un futur à la Chine. Ils n'ont pas fait des petites choses là. Ils ont donné un avenir grandiose à la Chine. Si bien que les Chinois modernes aujourd'hui, ils jouissent de ça, ils développent ça. Ils sont heureux, ils sont même prêts de créer encore plus grand la route de la Chine. C'est qu'il y a un grand marché international. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut donner au continent africain. C'est pas que vous êtes sahéliens, vous êtes les plus pauvres de la terre, vous êtes francophone, vous êtes anglophone. Moi, je suis pas anglophone, je suis pas francophone. Mais un tel qui parle français, un anglais qui parle français, est-ce que l'Angleterre est dans la francophonie? Ils sont pas dans la... Je parle français, c'est la communication. Un français peut parler le Wolof, non? Un français peut parler la Hausa. Un français peut parler le Yoruba. Un français peut parler le Balinké. Un français peut parler le Sérère. Ça fait quoi? Et pour autant, il est sérophone. Pourtant, il est le Wolophone. Il est français. Nous parlons français par l'histoire. C'est utile. Ça sert à communiquer. Mais on n'est pas dans des structures qui vous freinent, qui freinent votre avenir, qui freinent votre développement. Parce qu'on n'a jamais parlé des langues africaines dans cette francophonie-là. Jamais. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Le slogan aujourd'hui, c'est donner. L'Afrique est là. Elle a un passé. Il faut donner maintenant un avenir au continent africain, aux peuples africains. Il faut leur donner un avenir. Il faut mourir pour ça. Il faut se battre pour ça. Il faut faire l'unité. L'unité, c'est la force, etc. C'est ça qui est très important. Maintenant, nous confondons à faire ça. Nous ne sortons pas du vide. Il y a eu de grandes civilisations sur le continent africain. Le Mali, le Ghana, le sont rares. Il y a eu la civilisation des Ashanti qui dormaient sur des lits en or. Il y a eu les Baoulés, les Akans, etc. Il y a eu tous les royaumes du Bénin d'Abomey. Il y a eu les Yoruba, les Ifé, etc. Il y a eu des royaumes grandioses, les Sokoto, etc., les Ibo. Il y a eu des grands ensembles culturels autrefois. Il y a eu le royaume de Njoya, au nord Cameroun, avec une écriture à eux, etc. Il y a eu les royaumes d'Éthiopie d'ailleurs, d'Éthiopie avec les Sélassiens, etc. Des grands ensembles autrefois qui ont résisté même contre les Italiens. Il y a eu des royaumes dans le Soudan, la Nubie Couche, etc. Il y a eu dans l'Afrique centrale, là-bas équatoriale, le Nyamwenzi, le Kazembe, l'Empire Lunda, l'Empire Kuba, les Luba, l'Empire Bakongo, les Bakongo de Mbanza Congo. Il y a eu les royaumes Bateke, etc. Il y a eu les royaumes Vili à Luango, aujourd'hui encore, etc. Il y a eu partout des grands ensembles, des royaumes, des empires, etc. Et surtout, l'Égypte pharaonique. Le pharaon, il y a eu des pharaons hommes qui ont dirigé, il y a eu aussi des pharaons femmes qui ont dirigé le pays en tant que pharaon, en tant que roi ou reine, avec le pouvoir effectif. Le pharaon était d'abord un homme spirituel, d'abord, avant tout. Il était membre du clergé, il était spirituel, un chef spirituel, un guide spirituel. Ensuite, un politique sur la société, sur terre. Et sa mission principale, son unique mission était de réaliser ici-bas sur terre, de réaliser la math, c'est-à-dire le concept, le principe de la justice et la vérité. Il condamnait même des hauts fonctionnaires qui brimaient des paysans.
Il donnait les paysans illettrés, je suis chef, je représente le pharaon, tu veux me faire quoi? Et le paysan se plaignait, partait voir le pharaon. Pharaon dit, laissez-le venir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ce haut fonctionnaire, voici ce qu'il me fait. Et Pharaon condamnait le haut fonctionnaire. Pas parce que tu es haut fonctionnaire, tu dois mépriser le paysan. Il le condamnait. C'est la vérité, la justice. Et parfois, on faisait des complots pour que certaines familles, branches, aient le pouvoir. Et parfois, le complot était découvert, mais jamais le pharaon n'a puni les comploteurs. Il disait, il y a la justice. Envoyez ces gens qui ont comploté contre moi à la justice. La justice va prononcer. C'est pas mon problème. C'est la justice de l'État qui doit se prononcer sur cette chose-là. Ouais. Et le pharaon se réveillait à 6 heures du matin. Il se réveille à 6 heures du matin. Il va au lac sacré avec quelques prêtres. Il se baigne, il se lave tout seul dans le lac sacré. Il sort de là. On lui donne des huiles sacrées. On l'habille. On le conduit au temple. Et on le fait pénétrer au temple avec 2 ou 3 prêtres seulement. Il marche tout seul au temple. Il fait des prières. Arrivé à un moment donné, tous les prêtres se retirent. Il reste tout seul au temple. Et il franchit une porte et il va à la pierre noire, tout seul, sacré, dans l'obscurité, la pierre noire. Il reste le temps qu'il reste, il prend contact avec le divin et il sort par derrière, par une porte dérobée. On le recueille là-bas. Ensuite, il va à son office, travailler maintenant la vie publique, la vie politique, etc. Il ne peut pas aller au bureau sans avoir été au temple. Le premier acte de Pharaon, c'est d'aller au temple le matin, avant tout le monde. Les gens n'ont pas besoin d'aller au temple, c'est lui qui doit aller pour toute la communauté. Les gens ne vont pas à l'église le dimanche, ceci. C'est lui qui doit faire ça. C'est lui qui doit prier pour tous les morts de la République. C'est lui qui doit prier pour toute la population. C'est lui qui est en contact avec le divin. C'est la condition dans laquelle il doit diriger. Or, aujourd'hui, on a séparé l'État, la spiritualité, l'État laïque, les ceci, etc. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de désordre là où nous copions l'Occident. Par exemple, l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, il n'y a pas la construction d'une prison. On n'a jamais mis quelqu'un en prison. Même le mot prison n'existe pas. Tu fais mal, on te punit. On te punit, on te donne des coups de bâton, ou aussi on te punit, ou bien tu rends ce que tu as volé, etc. Mais jamais on te prive de liberté en prison. Non, parce qu'un être humain a dans lui plusieurs entités culturelles, plusieurs entités spirituelles. Il a le Ba, le Ka, le Shuti, son nom même, son nom est sacré, il a, etc., même son ombre, etc. Il a beaucoup d'entités divines en lui. Alors, si je le mets en prison, c'est que je mets aussi ces entités divines en prison. Voilà pourquoi il n'y a pas de prison en Égypte pharaonique. L'homme est un être sacré, un être divin. Il n'y a pas d'exil, il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'ostracisme, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de lettre de cachot, et il n'y a pas ces choses de la brimade, la pendaison, pendre un être humain, quoi, la pendaison, ou etc., ou brûler, comme les bûchers du Moyen-Âge, brûler l'être humain, faire un foyer de bois puis le brûler. L'Égypte ne connaît pas ces choses-là, parce qu'il y a le respect de l'être humain. Et quand tu respectes l'être humain, tu respectes aussi la nature, l'environnement, la nature, l'eau, les rivières, les herbes, les oiseaux, les arbres, les poissons, les animaux, l'atmosphère, la pluie, le soleil, etc. Et tu es dedans toi-même, tu es toi-même dans la nature. Tu ne peux pas détruire la nature. Tu respectes la nature. Et comme chez nous, il y a le soleil, il y a la pluie, on fait les feux de brousse, mais la pluie arrive et les forêts renaissent d'elles-mêmes. Les forêts sont toujours denses en Afrique noire, et surtout dans le bassin du Congo. Les forêts sont denses, etc. Et donnent toujours de l'eau, etc. Et purifient toujours l'atmosphère de l'humanité. Voilà pourquoi l'Afrique n'est pas le berceau de l'humanité par hasard. Ce n'est pas par hasard que la nature a créé paléontologiquement dans le règne des vertébrés
le règne animal, les êtres humains, les premiers sur le continent africain. Le premier fossile jusqu'ici, c'est l'homme de Toumaï, trouvé au Tchad, au nord Tchad de Djamena, au nord Tchad, l'homme de Toumaï. Il a 7 millions d'années. C'est le fossile le plus ancien aujourd'hui, sans compter les autres fossiles de 2 à 3 millions d'années comme Lucie et d'autres australopithèques, etc., qu'on a trouvés en Éthiopie, au Kenya, jusqu'en Afrique du Sud d'ailleurs. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité. Les fossiles qu'on a trouvés en Asie ou en Europe centrale, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils commencent, les plus vieux, entre 2 millions d'années, tandis que l'Afrique va à 7 millions d'années, l'homme de Toumaï. Donc l'Afrique est le berceau. Il faut prendre en considération ces choses-là et non subir la logique historique d'un autre peuple, subir la logique du monde, je veux ça, je fais le mercantilisme, je cherche l'argent, je veux le bénéfice, je brutalise, je te fais esclavage, je te colonise, je te punis, je te fais les travaux publics. Cette logique-là n'est pas notre logique, n'est pas du tout notre logique. Notre logique est le respect, la dignité. Un ancien chef d'État qui a travaillé, l'a fini, on lui doit la dignité, on lui doit le respect. Une autorité qui était là, qui a fini, on lui doit le respect, l'autorité. Hein? C'est pas parce que tu es né pour le pouvoir éternellement, tu as le pouvoir, tu peux la quitter, tu peux l'abandonner, et le mandat peut finir, mais on va pas te manquer de respect. On va pas t'amener dans les tribunaux, on va pas faire la barbarie, etc. La civilisation, c'est le respect de l'être humain d'abord. Voilà pourquoi cette conférence que vous faites là maintenant à Abidjan, qui est un grand centre culturel, Abidjan, un grand centre intellectuel, c'est un grand centre spirituel aussi, bien entendu. C'est un grand pays, le pays du vieux Félix Houphouët-Boigny, qui était l'apôtre de la paix, bien entendu. Donc, je crois que l'Afrique a des valeurs, l'Afrique a des moyens intellectuels, culturels, scientifiques, humains. L'Afrique a des richesses naturelles, sous-sol et sol, en pagaille. L'Afrique a tout ce qu'il faut. Donc, on va gaspiller ces choses-là. On va gaspiller les mines d'or, les mines de fer, l'uranium, la bauxite, le colbate, le tungstène. On va gaspiller ça. On va gaspiller les barrages d'Inga, les barrages qu'on peut électrifier tout le continent africain. On va gaspiller ça. On va gaspiller la forêt équatoriale, la forêt du Congo. On va gaspiller la forêt. On va tout gaspiller les océans. Hein? Là où il y a tous les poissons de la terre, le golfe de Guinée, etc. On va gaspiller le pétrole, donner le gaz. On va tout gaspiller, donner aux autres. La mer, on donne, la nature, on donne, et nous-mêmes, c'est des miettes. On vit malheureux. Tu es riche et puis tu vis le plus malheureux. On va faire le bonheur des autres. Les autres viennent pour leurs intérêts. C'est normal aussi. Il ne faut pas les condamner. Mais à nous de jouer, de bien négocier, de bien comprendre les enjeux et de jouer aussi pour, comment on dit, gagnant-gagnant. Il faut que, c'est ça le réveil. Si on fait les petits compromis, oh ceci, je vous aide, etc. Mais eux-mêmes, ils sont dans les problèmes. L'Europe elle-même est dans les problèmes. Avec les Mercosur, ils ont des problèmes. Ils n'arrivent pas, ils sont en déficit. Ils sont aussi malheureux. Ils n'arrivent pas à aider l'Ukraine et tout ça, ces choses-là. Ils n'arrivent pas aussi, ils ont des difficultés. Hein? Ils ont des budgets qui sont toujours déficitaires. Hein? Ils n'arrivent pas à faire. Et maintenant, généreusement, ils vont vous donner 600 millions d'euros. C'est quoi ça? On ne va pas se développer avec 5 000 euros. Non, il faut ouvrir les yeux maintenant. Il faut être soi. Quand on est soi, on respecte quelqu'un qui est lui. Il a ses idées, on respecte. Et entre nous, je suis contre vous, c'est pas la guerre. Vous êtes contre mes idées. On fait le débat et on avance. Ce n'est pas quand j'ai raison, tout le monde. Non, je peux avoir tort, tu peux avoir raison. On fait le débat, on discute, on voit l'essentiel qui est pour le peuple, c'est-à-dire donner un avenir au continent africain. Personne ne peut donner un avenir. Il n'y a que nous qui allons donner l'avenir. Il faut donner une nouvelle santé à l'Afrique. C'est l'avenir. Il faut donner une nouvelle éducation
les savoirs modernes, la technologie, les savoirs scientifiques modernes. Il faut donner une Afrique moderne. Il faut faire des grandes routes de transport aérien, transport ferroviaire, transport maritime, transport des compagnies aériennes. Il faut faire grand, etc. Et c'est ça. Il faut faire des élevages, des grands lacs, les poissons, la pêche, la pisciculture, l'élevage, l'agriculture, tous les agrumes, les universités, les archives, les musées, les bibliothèques, la géographie même du pays, le sol, le sous-sol, étudier la géographie de l'Afrique qu'on ne connaît pas, faire des géographes. L'Union africaine là, devrait faire déjà un manuel de la géographie africaine, les océans, la terre, les reliefs et tout le continent africain. Mais il y a des satellites qui peuvent aider maintenant aujourd'hui à faire tout de belles cartes sur l'Afrique. Mais on fait rien, même pas une carte africaine. Alors on fait l'Afrique, c'est quand il y a les élections, on envoie les gens sur les élections, ils sont hyper corrompus, les élections sont bien passées, et voilà tout ce qu'on fait. Non, c'est fini. Il y a des drames en Afrique, les inondations au Mozambique, on s'en occupe pas, les inondations sociales, on s'en occupe pas, et voilà quelle est l'Afrique là. Il faut s'éveiller, donner, le slogan c'est à l'Afrique là, donner, l'Afrique lui donner un avenir. À l'Afrique, donnons un avenir. À l'Afrique, donnons un avenir. Si nous retenons ça, ça va mobiliser les énergies, les intellectuels, les énergies morales, les énergies spirituelles, les énergies physiques, les énergies naturelles. Ça va mobiliser. À l'Afrique, et l'Afrique qui patine aujourd'hui. L'Afrique, là, dont nous sommes capables, cette génération, tous les âges confondus, tous les hommes et les femmes, les jeunes, donnons un avenir à l'Afrique. On peut le faire. On peut le faire. C'est une affaire de responsabilité. Au moins, nous aurons fait. Ceux qui viendront vont améliorer. Ils vont questionner. Ils auront des problèmes du nucléaire. Ils vont faire le nucléaire. Ils auront des problèmes de l'espace. C'est la conquête de l'espace. L'Afrique ne peut pas être absent de l'espace, absent du nucléaire, absent de l'électricité, absent de l'intelligence artificielle, absent de tout. Mais comment on va aller où alors? Alors qu'on est capable de le faire. Non. Il y a les Africains dans les diasporas. C'est des forces vives. Et ils peuvent venir aider aussi le continent africain. Il suffit qu'on dégage l'avenir, qu'on dégage des perspectives, qu'on plante, qu'on jalonne le continent africain. Si nous ne donnons pas à l'Afrique un avenir, nous Africains, natifs d'Afrique, si nous ne donnons pas un avenir à l'Afrique, ce n'est pas les autres qui vont donner un avenir à l'Afrique. Ils viendront juste faire de la diplomatie pour exploiter, s'enrichir, prendre la bauxite, prendre l'uranium, prendre le coltan, prendre tout ça et pour leurs propres affaires. Et nous, encore une fois, on est naïfs, on donne tout aux autres et nous on se contente des miettes et on n'est rien. Alors qu'on pourrait être une puissance politique. Pour faire ces choses-là, il faut d'abord être une puissance politique. Les États-Unis étaient d'abord pas économie. On n'a pas commencé par faire l'économie de l'Amérique des États-Unis. Jamais. On a commencé par faire l'État fédéral. La constitution de Franklin à Philadelphie. Quand il y a eu les Madison, quand il y a eu les Madison, les Hamilton, les Jefferson, même Dubois, non, mais George Washington avait à peine 50 ans. Et l'avocat de Hamilton avait à peine 30 ans. Et le gars de Virginie, là, qui sera le 4e président. Madison avait à peine 33 ans. C'est des jeunes qui ont fait les États-Unis. On a dit, faisons la constitution. Nous, peuple africain, nous décidons, nous, peuple américain, nous décidons notre destin, nous. On a demandé la permission à personne. On a dit pas si on fait bien ou mal. Et s'il était temps ou pas temps. Il faut le faire, on améliore toujours. Il faut le faire. Ils ont fait. Et d'autres avaient refusé, non? La Géorgie avait refusé qu'ils demandent leur indépendance maintenant. Les Virginie, tous ces... Non, les Florides, tous ces gens avaient refusé, non? Qu'ils demandent leur indépendance. Hein? Puisque c'est un pays puissant. Politiquement, après, maintenant, l'État fédéral, eh bien, maintenant,
on fait ceci. La géographie africaine est là. Le Sénégal, le Mali, ces histoires-là, la Guinée, le Togo, ces frontières-là, ce sont des frontières purement géographiques. Il ne faut pas que ce soit des frontières politiques. Ce n'est pas des frontières politiques. Il n'y a pas de douanier, de douane là. Il n'y a pas de visa. Tu passes comme ça. C'est le continent africain. On doit circuler librement en Afrique. Les Chinois circulent chez eux en Chine sans visa entre eux. Et c'est pourtant grand. Il n'y a pas de visa. Pourquoi moi je dois aller, je suis à Brazzaville, pour aller à Kinshasa à 2 km, là je dois avoir un visa. Je suis à Angola, pour aller à Namibie, je dois avoir un visa. Je suis à Namibie, je dois aller en Afrique du Sud, un visa. Je suis au Katanga, je dois aller en Zambie, chez mes parents, et pourquoi je dois avoir un visa. Ça, c'est la colonisation. Pas de visa, c'est le réveil. Je suis africain. Et c'est ça, ça nous donne à changer certaines choses radicalement, à nous aimer davantage. On ne peut pas faire ces choses-là sans amour. C'est la conférence que vous êtes en train de faire là, à Abidjan, c'est une preuve de générosité, une preuve d'amour et une preuve de respect de soi, de dignité de soi. Et quand on respecte soi-même, on respecte aussi les autres. Nous ne faisons pas la guerre aux autres. Nous respectons les autres. Nous sommes comme ça. Nous sommes africains. Nous avons un destin immense. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été le rêve de Julius Nyerere, de Kenneth Kaunda, de Jomo Kenyatta, de Patrice Lumumba, de Cabral, Amilcar Cabral, de Sankara, et le rêve de Kwame Nkrumah, Sadjefo, le rédempteur. Ça a toujours été le rêve depuis Marcus, Black Star, et Marcus Garvey, le Jamaïcain, avec les Dubois. De tout temps, ils ont fait des colloques, des congrès de panafricanisme à Londres, partout. De tout temps, c'est comme ça les Africains ont décidé. De tout temps, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a une longue histoire du panafricanisme. Les historiens africains doivent enseigner ça. On doit enseigner ça depuis la maternelle, jusqu'à comme la géographie. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Il n'y a pas que la colonisation, il n'y a pas que l'esclavage. Il y a aussi les Africains, ils ont vu clair, ils ont décidé, ils ont battu, et ils étaient en prison pour ça. Kenneth Kaunda était en prison, il a fait quoi? Jomo Kenyatta était en prison, il a fait quoi? Mandela a bavé, non? Il a fait quoi? Il était en prison. Il a fait quoi, Mandela? Il était communiste. Toute l'Europe était contre lui, non? Après, il est sorti. Oh, c'est l'homme africain le plus démocrate, non? C'est encore l'Occident qui le dit. Ils changent selon leurs intérêts. Et tout. Qu'est-ce que Lumumba avait fait? Il a tué quelqu'un. Il a dit, l'esclavage est fini. Construisons notre pays. Et ça devient un crime, ça. Cabral a fait quoi? Oumliebe a fait quoi? Félix Moumi a fait quoi? Osende Afana a fait quoi? Il voulait simplement la liberté. Les Sankara voulaient quoi? Ils voulaient tuer les gens, ils voulaient ceci, ils voulaient que les hommes soient intègres. L'homme intègre, Burkina Faso, l'homme intègre, le pays des hommes intègres, pour développer l'Afrique, pour que l'Afrique ait un avenir, et pour que les générations futures puissent jouir de notre travail aujourd'hui, de notre réflexion, de notre dévouement, de notre sacrifice. C'est comme ça que c'est ça l'éveil. Et vous avez toute la spiritualité du monde, à commencer en Égypte d'abord, toute la spiritualité en Égypte, à commencer par en Égypte. Par exemple, vous dites Moïse est le libérateur, le libérateur du peuple d'Israël. D'accord? Il a fait l'exode de Sinaï, ils sont partis là-bas, il était dans la montagne, il a fait la tablette les 10 commandements, etc., avec les Josué, et il n'était pas la terre promise, ils ont fait la guerre, ils sont partis à la terre promise, etc., la terre des Canaans, des Philistins, etc. Bon, mais ce Moïse-là, c'est qui? Alors vous lisez la Bible, non? Je vous dis, prenez la Bible, le livre qu'on appelle les Actes des Apôtres. C'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Bible. Les Actes des Apôtres. Le livre là.
Prenez le chapitre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez, je ne vais pas loin, les versets 22, 23. Lisez ces versets-là. Lisez. Ces versets disent Moïse, le même Moïse là. Moïse fut éduqué, fut instruit, éduqué, et pas éduqué en grec, fut éduqué dans la science, la sagesse, sapientia, c'est-à-dire les connaissances, la sagesse, les savoirs les plus hauts de l'Égypte, des Égyptiens de l'Égypte. Moïse était éduqué par les savoirs de l'Égypte. Il a reçu l'éducation. Hein? Voilà pourquoi, continue la Bible, voilà pourquoi Moïse est devenu puissant en parole et en acte. La puissance de Moïse en parole et en acte lui vient de son éducation reçue à la cour de Pharaon. C'est dit dans la Bible. La Bible ne ment pas, non? C'est dit ça. Et quels sont les gens là, les pasteurs qui expliquent ça? Ils n'expliquent pas ça. Voilà le libérateur du peuple d'Israël qui était en Égypte et qui n'était pas en esclavage, c'est faux. Il faisait des travaux un peu durs, la paille ici, etc., pour construire les corvées. Hein? Dans l'Exode, le même mot est employé lorsque Salomon va construire le deuxième temple après l'exil. Salomon. C'est le même mot qui est employé. Ce n'est pas esclavage, c'est les corvées. Donc Salomon avait mis les Juifs en esclavage pour faire le deuxième temple de Jérusalem. Non, c'était des corvées, la répétition des travaux. C'est le même mot qui est employé là-bas, dans Salomon, enfin le roi, etc. Et dans l'Exode, c'est le même mot, hébreu. Pourquoi ici on traduit esclavage? C'est des mauvaises traductions. Et là on traduit par des corvées. C'est la répartition des tâches, des tâcherons, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Vous faites les herbes, vous faites les briques, vous faites les planches, les charpentiers, c'est comme ça. Ça s'appelle comme ça. Donc voilà. Voilà ce Moïse-là, il était instruit là. Et il y a tant d'autres choses comme ça qu'il faut maintenant essayer de rêver, de lire, comprendre ces choses-là à fond, de comprendre ces choses-là à fond. On traduit aussi parfois, ô fille de Jérusalem, je suis noir, mais belle. Je suis noir, dit la cantique des cantiques, non? Je suis noir, mais belle, mais. Alors, ça a été traduit. Bon, il y a l'hébreu, bien sûr, on lit l'hébreu. Ça a été traduit en grec par la Bible des 70. 70 savants juifs connaissant bien le grec ont traduit ça dans l'Antiquité. Ce qu'on appelle la Bible, la Septuaginte. Ça existe. Alors, donc, là, on doit dire, je suis noir et de surcroît belle. Caille calais et de surcroît. Parce que la particule caille devant un adjectif donne à cet adjectif-là le sens de superlatif. C'est une règle de la grammaire grecque. Il n'y a qu'à voir les études des particules grecques par les savants d'Oxford, à Londres. C'est ça qu'ils disent. Denison. Voilà, le cas donne à Calais un sens superlatif. Donc, je suis belle et de surcroît, non seulement je suis noire, mais de surcroît, je suis belle. Et en plus de ça, je suis belle. Voilà, c'est un nom, mais belle. Mais veut dire la contradiction. Elle dit tu n'es pas, c'est comme si tu ne l'étais pas, quoi. Voilà, tout est mal traduit de bout à bout. Tout est mal traduit d'un bout à l'autre. Toutes ces Bibles que vous lisez, par les trucs, c'est mal traduit d'un bout à l'autre. Il faut connaître l'hébreu maintenant, hein? L'hébreu, il faut connaître le grec ancien et traduire vous-même. C'est comme ça qu'il faut faire.
Il y a tellement de fautes, tellement d'erreurs, tellement d'omissions, etc. Moi, j'ai lu que Salomon avait marié la fille de Pharaon. C'est écrit dans le roi des rois, non? Salomon avait marié une fille de Pharaon. Mais ils traduisent ça, ils laissent ça de côté, ils sortent ça. C'est une traduction. Tout est faux d'un bout à l'autre. Mal traduit, il donne l'impression, etc. Mais ce n'est pas exact. Même surtout Isaïe est très mal traduit encore. Alors qu'il est très grand prophète, il est très difficile à propos de l'Égypte, etc. Donc il y a un boulot aussi à faire, c'est ça l'éveil, hein, ne pas être soumis à la tradition d'un autre, l'injonction d'un autre. Non, il faut être le même savoir, avoir le savoir en chimie, en physique, en biologie, en génétique, en aérospatial, en médecine, en génétique, en tout. Il faut avoir le savoir le plus haut. Il ne faut pas trembler devant le savoir. L'espace, l'aéronautique, la géographie, l'agriculture, l'agronomie, la pêcherie, les poissons, tout ça. Il faut avoir le savoir pour donner le savoir africain. C'est ça l'avenir. On peut parler de l'avenir avec du bricolage. C'est donnons un avenir à l'Afrique. À l'Afrique, donnons un avenir. À l'Afrique, au peuple africain, donnons un avenir. C'est ça qu'on peut retenir au cours de cette belle conférence historique d'Abidjan qui nous réunit, qui nous rassemble, qui nous renforce notre amitié, notre solidarité, notre amour, mais pour l'Afrique, pour le peuple africain, pour le continent africain. Et du coup, pour l'humanité aussi. On ne peut pas, l'humanité dans le désarroi aujourd'hui aussi. On contribue aussi à la paix du monde, à la pacification de l'humanité, etc. On contribue d'une manière ou d'une autre à la paix du monde. Donc on n'est pas... C'est noble, c'est noble. Il ne faut pas se décourager. Oh, c'est difficile, c'est impossible, mais qu'est-ce qui est facile? C'est toujours, si ce n'est pas difficile, ce n'est pas la paix. S'il n'y a pas de problème, à quoi bon de vivre alors? Il faut qu'il y ait des problèmes. Donc vous avez des solutions sans problème. Il faut avoir des problèmes pour qu'il y ait des solutions. Hein? Voilà. Donc, je remercie encore, pour terminer, encourager le docteur Aké, qui est le responsable de cette organisation, de cette convention, de ce réveil, de cette convention, les remercier, les encourager, et ils ont tout notre support. Et puis, il y a des pays africains qui ont déjà donné le chemin, du panafricanisme, le chemin de l'unité africaine. C'est ça que nous devons renforcer, c'est ça que nous devons absolument nous battre sans arrière-pensée pour le succès de ce qui se passe au Sahel. Je crois que l'Afrique vivra. Les Thomas Sankara ne sont pas morts pour rien. Les Kwame Nkrumah ne sont pas morts pour rien. Les Jomo Kenyatta, les Lumumba, les Cabral, ne sont pas morts pour rien. Les Félix Moumié, les Oubniobe, le Mandela n'est pas mort pour rien. Les Julius Nyerere, les Kenneth Kaunda, les Jomo Kenyatta, etc. Toutes les Tomboya, personne n'est mort pour rien. Les Nasser, etc., les Ben Bella, et tout le monde n'est pas mort pour rien. Donc, les Kadhafi, etc. Donc, l'Afrique est debout. L'Afrique va se faire. Il faut que ça soit ardent, même s'il y a des erreurs, tant pis. Ce sont nos erreurs, à nous, on va corriger. Et qui ne fait pas de faute. Ça ne fait rien. C'est pas ça. Il ne faut pas pinailler, trop pinailler. Il n'y a pas de perfection ici-bas. On fait, et ceux qui viendront vont corriger. Les États-Unis n'étaient pas comme ça. Il y a autant de Franklin. La capitale n'était même pas à Washington. Le premier président, George Washington, le premier président américain a prêté serment à New York. C'était à New York qu'il a prêté serment de l'État fédéral. C'était pas à Washington, à Baltimore. C'était pas construit encore. Il n'y avait rien là-bas. C'était il n'avait pas dit, on n'a pas de capitale, on ne fait pas. On a fait 10 faisons à New York. Chercher une place, on va faire. Ça fait quoi? On va construire. On va chercher un endroit pour construire. Donc, il ne faut pas trop... rien n'est tombé sur le gâteau comme ça.
comme des choux blancs qui vous tombent comme ça, c'est facile, etc. On jouit de ça. Non, c'est difficile. Il faut que ça soit difficile pour qu'il y ait le mérite, qu'il y ait la concertation, qu'il y ait la discussion, qu'il y ait la dispute, qu'il y ait la concertation, qu'il y ait le débat entre nous et qu'il y ait la fermeté et puis jamais de trahison. Jamais, jamais. Jamais. Donc, jamais de compromis. Jamais, un Africain ne peut jamais trahir l'Afrique. On me donne l'argent pour que je fasse un coup d'État au Burkina Faso, je prends l'argent, mais ça, c'est même pas un Africain. C'est même pas un Africain. Un Africain, c'est impossible. Il y a des choses qu'il faut rendre impossibles. Il faut faire. Il y a la jeunesse partout éveillée, au Sénégal, au Mali, partout elle est éveillée. Nous avons beaucoup d'atouts. Il ne faut pas gaspiller ces atouts-là. Il faut faire. Il faut faire. Et il y a des jeunes partout au pouvoir d'ailleurs. Hein. Au Burkina Faso, c'est des jeunes. C'est qu'on doit porter sur nos épaules. C'est des jeunes. C'est eux qui doivent se battre sans compromis pour laisser quelque chose et pour préparer déjà l'avenir du continent africain. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. On n'est pas obligé de tout écouter ou de tout accepter, mais c'est ma contribution pour encourager que vos débats soient fructueux, aillent au fond des questions, soient vraiment très sérieux, et qu'on aille à l'essentiel, et que les anecdotes existent toujours, mais aller à l'essentiel, aller au fond, et c'est ça qui va réveiller réellement l'Afrique. Et le monde apprend dit que l'Afrique a changé. Il ne faut plus les traiter aussi comme nous les traitons. Parce qu'il faut qu'ils changent aussi eux-mêmes. Hein, voilà. Donc, avec tous mes encouragements et avec tous mes vifs, mes grands remerciements.